Il existe, quelque part dans les équations les plus fondamentales de la physique, une idée si dérangeante qu'elle a conduit son créateur à la ruine, et que 7 décennies plus tard, les plus grands esprits scientifiques de la planète n'ont toujours pas réussi à la réfuter. Cette idée concerne la mort. Plus précisément, elle concerne son impossibilité. Non pas l'immortalité telle que les religions la promettent, non pas la résurrection des corps ou l'ascension des âmes, mais quelque chose de bien plus étrange, de bien plus troublant, de bien plus ancré dans la réalité mesurable de l'univers. Selon cette idée, chaque fois que votre cœur aurait dû s'arrêter, chaque fois que la voiture aurait dû vous écraser, chaque fois que la maladie aurait dû vous emporter, l'univers tout entier s'est scindé en deux. Dans l'une des branches, vous êtes mort. Dans l'autre, vous avez survécu. Et vous, la conscience qui lit ces mots en ce moment précis, vous ne pouvez exister que dans la branche où vous avez survécu. Les versions mortes de vous-même ne peuvent pas témoigner de leur propre disparition. Elles ont simplement cessé d'être. Vous êtes le rescapé d'un millier d'accidents que vous ne vous rappelez pas, le survivant d'un million de catastrophes qui ne se sont jamais produites dans votre réalité, mais qui se sont bel et bien produites ailleurs, dans des univers parallèles aussi réels que celui dans lequel vous respirez en ce moment. Cette nuit, nous allons plonger dans les profondeurs de cette théorie. Nous allons suivre la trace d'un homme brillant et torturé qui a découvert la structure ramifiée de la réalité dans un petit appartement de Princeton un soir de mars 1954 et qui est mort seul et oublié avant que le monde ne commence à comprendre qu'il avait probablement raison. Si cette exploration vous captive, un simple pouce en l'air et un abonnement nous aideraient énormément à continuer ce genre de voyage. Nous allons explorer les fondements mathématiques de l'interprétation des mondes multiples, les conséquences vertigineuses de l'immortalité quantique et la possibilité terrifiante que la mort ne soit pas une fin, mais une bifurcation perpétuelle dont vous ne pouvez jamais emprunter la sortie. Commençons par une nuit d'hiver dans le New Jersey, quand un jeune homme de 23 ans a posé les yeux sur une équation et a vu pour la première fois que l'univers n'est pas ce que nous croyons. Princeton, 1954. L'air de Mars est encore glacial, et le vent qui souffle depuis les plaines du centre du New Jersey fait vibrer les vitres des bâtiments universitaires. Dans un petit appartement, à quelques rues du campus, Hugh Everett III est assis à son bureau, un verre de Xérès à portée de main, des feuilles à belles de papier jaune étalées devant lui. Il a 23 ans, des cheveux bruns déjà en désordre, des yeux vifs derrière des lunettes à monture épaisse. Sa femme, Nancy, est enceinte de leur premier enfant. Il devrait penser à l'avenir pratique, les factures, le loyer, le poste qu'il faudra trouver après le doctorat. Mais ce soir, Hugh Everett ne pense pas à l'avenir. Il pense à la nature même du réel. Le problème qui l'obsède est vieux de 30 ans. Il a surgi dans les laboratoires de physique des années 20, quand des hommes comme Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger et Niels Bohr ont découvert que le monde subatomique ne fonctionne pas comme le monde que nous voyons. À l'échelle des électrons et des photons, les objets n'ont pas de position définie. Ils n'existent pas en un seul endroit. Ils existent dans ce que les physiciens appellent une superposition, un brouillard de possibilités, chacune ayant sa propre probabilité d'être réelle. Un électron n'est pas une petite bille qui tourne autour d'un noyau. C'est un nuage mathématique étalé dans l'espace, simultanément ici et là et partout ailleurs. Ce n'est pas une limitation de nos instruments. Ce n'est pas que nous manquions de précision pour le localiser. L'électron, véritablement, n'a pas de position unique tant que personne ne le mesure. Puis quelqu'un le mesure. Et au moment de la mesure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le brouillard de possibilités se condense brutalement en un seul résultat. L'électron apparaît ici, et non là. La superposition s'effondre. Toutes les autres possibilités disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Les physiciens appellent cela l'effondrement de la fonction d'onde,
et c'est le cœur du mystère qui hante la mécanique quantique depuis sa naissance. La question est simple, que se passe-t-il réellement pendant cet effondrement? Où vont les autres possibilités? Pourquoi l'acte de mesurer change-t-il le comportement de la particule? Niels Bohr, le patriarche de la physique quantique, avait proposé une réponse dans les années 20. Son interprétation, développée à Copenhague avec Heisenberg et d'autres, était devenue la doctrine officielle. Selon Bohr, la fonction d'onde n'est pas une description de la réalité physique. C'est un outil mathématique pour calculer des probabilités. Quand on mesure un système quantique, la fonction d'onde s'effondre parce que c'est ce que font les mesures. L'observateur, l'appareil de mesure classique, existe en dehors du domaine quantique et impose un résultat défini au monde flou des particules. Cela semble raisonnable, jusqu'à ce qu'on y réfléchisse sérieusement. Parce que les observateurs sont faits d'atomes. Les appareils de mesure sont faits d'atomes. Si la mécanique quantique s'applique aux électrons individuels, pourquoi ne s'appliquerait-elle pas aux collections d'atomes qui forment un détecteur? Ou un cerveau humain? Pourquoi la fonction d'onde s'effondre-t-elle simplement parce qu'un assemblage complexe d'atomes interagit avec un assemblage simple d'atomes? Où est la frontière entre le quantique et le classique? Et pourquoi cette frontière existe-t-elle? Bohr n'avait jamais donné de réponse satisfaisante. Il parlait de complémentarité entre les mondes quantiques et classiques, de la nécessité d'utiliser des concepts classiques pour décrire les résultats expérimentaux, du rôle fondamental de l'observation en physique. Son langage était poétique, philosophique, parfois mystique, et il avait convaincu une génération entière de physiciens que la question avait été résolue alors qu'elle avait simplement été éludée. Hugh Everett, assis dans son appartement de Princeton ce soir de mars, n'est pas convaincu. Il prend une gorgée de xérès. Il regarde les équations sur son papier jaune. Et il se pose la question que personne n'ose poser. Et si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais? C'est une idée folle. C'est une idée qui, prise au sérieux, implique que chaque mesure quantique ne produit pas un seul résultat, mais tous les résultats possibles. Que l'univers ne choisit pas entre les différentes possibilités, mais les réalise toutes simultanément, dans des branches parallèles qui se séparent les unes des autres à chaque interaction quantique. L'observateur ne provoque pas l'effondrement de la fonction d'onde. L'observateur s'intrigue avec elle. Il se scinde. Et les deux résultats se produisent, chacun dans sa propre branche de la réalité, chacun avec sa propre version de l'observateur qui croit avoir obtenu le seul résultat possible. Everett commence à écrire. Son stylo court sur le papier avec une assurance qui contraste avec l'énormité de ce qu'il propose. Les mathématiques sont élégantes. Elles sont cohérentes. Elles résolvent le problème de la mesure sans invoquer de frontières mystérieuses entre le quantique et le classique. Elles prennent l'équation de Schrödinger au sérieux, l'appliquent universellement et acceptent les conséquences. Les conséquences sont vertigineuses. Si la fonction d'onde ne s'effondre jamais, alors l'univers est en train de se ramifier en permanence. Chaque événement quantique, chaque interaction subatomique crée de nouvelles branches. Et nous, les observateurs, nous nous ramifions avec lui. À chaque instant, des milliards de versions de nous-mêmes naissent dans des branches légèrement différentes, vivant des vies légèrement différentes, prenant des décisions légèrement différentes, sans jamais savoir que les autres versions existent. Cette nuit-là, dans son petit appartement de Princeton, Hugh Everett III ne sait pas encore qu'il vient de proposer l'une des idées les plus radicales de l'histoire de la science. Il ne sait pas que cette idée sera rejetée, moquée, ignorée pendant des décennies. Il ne sait pas qu'elle finira par être embrassée par certains des plus grands physiciens du monde. Et il ne sait certainement pas que cachée au cœur de ces mathématiques se trouve une conséquence si troublante que les philosophes débattent encore de ses implications 70 ans plus tard. Cette conséquence s'appelle l'immortalité quantique et elle suggère que vous ne pouvez pas mourir. Soyons précis sur ce que cela signifie.
La théorie ne dit pas que vous vivrez éternellement dans un sens conventionnel. Elle ne promet pas la jeunesse éternelle ni la résurrection corporelle. Ce qu'elle suggère est bien plus étrange. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où vous pourriez mourir, l'univers se scinde. Dans certaines branches, vous mourrez. Dans d'autres, vous survivez. Mais vous, votre expérience consciente, ne peut se poursuivre que dans les branches où vous restez en vie. Les versions mortes de vous-même ne font l'expérience de rien. Elles cessent simplement d'exister. De votre point de vue subjectif, vous vous retrouverez toujours dans une branche où vous avez survécu, aussi improbable que cette survie puisse être. Pensez à ce que cela implique. Vraiment. Prenez un moment pour laisser cette idée pénétrer. Vous conduisez sur l'autoroute. Un camion franchit la bande médiane. Dans certaines branches du multivers, la collision vous tue sur le coup. Dans d'autres, vous faites une embardée juste à temps. Dans d'autres encore, le conducteur du camion corrige au dernier moment. Dans quelques branches rares, un concours de circonstances improbables vous sauve contre toute attente. Peut-être que le camion effleure votre pare-choc au lieu d'écraser votre portière. Peut-être que vous aviez décidé de prendre un autre itinéraire ce matin-là. Peut-être que vous vous êtes arrêté pour un café et que vous avez raté la collision de 30 secondes. Le point crucial est ça, c'est qu'il existe une branche, aussi improbable soit-elle, où vous survivez. Et c'est la seule branche que vous expérimenterez jamais. Vous vous réveillerez à l'hôpital. Vous entendrez le médecin dire que c'est un miracle. Vous rentrerez chez vous, vous serrerez votre famille dans vos bras, et vous vous demanderez pourquoi vous vous sentez si étrange. Mais vous ne saurez jamais qu'un billion d'autres versions de vous sont enterrées cette semaine. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la pensée magique. C'est une conséquence logique de l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Et l'interprétation des mondes multiples n'est pas de la science marginale. Elle est prise au sérieux par des physiciens du MIT, de Caltech, d'Oxford et de Cambridge. Sean Carroll, l'un des physiciens les plus respectés au monde, la qualifie d'interprétation la plus directe des équations quantiques. David Deutsch, le père de l'informatique quantique, en est un défenseur passionné. Max Tegmark, le cosmologiste du MIT, a écrit abondamment sur l'immortalité quantique et ses implications. Ce ne sont pas des excentriques, ce sont des scientifiques sérieux aux prises avec un problème sérieux. Et le problème est celui-ci. Si les mathématiques de la mécanique quantique sont correctes, et si l'interprétation des mondes multiples est la bonne façon de comprendre ces mathématiques, alors l'immortalité quantique en découle comme une question de logique. On peut accepter les prémices et nier la conclusion, mais on ne peut pas qualifier la conclusion de non scientifique. Hugh Everett l'avait compris. Dans les années qui ont suivi la publication de sa théorie, il a profondément réfléchi à ce qu'elle signifiait pour la mortalité. Il aurait dit à ses collègues qu'il ne croyait pas à la mort, du moins pas au sens conventionnel. Il s'attendait à maintenir une continuité d'expérience, se retrouvant toujours dans la branche où il avait survécu. Quand il est mort d'une crise cardiaque en 1982 à l'âge de 51 ans, son corps a été incinéré et ses cendres dispersées. Il avait laissé des instructions explicites, pas de funérailles, pas de mémorial, pas de deuil. Peut-être croyait-il qu'il était encore vivant quelque part, dans une autre branche de la fonction d'onde, poursuivant la vie qu'il avait commencée dans celle-ci. Ou peut-être ne pouvait-il tout simplement pas faire face à l'alternative. Car voici le côté sombre de l'immortalité quantique. Si la théorie est correcte, vous ne ferez jamais l'expérience de la mort, mais vous ferez l'expérience de tout ce qui y mène. Vous recevrez le diagnostic de cancer dans certaines branches, vous sentirez la voiture commencer à se retourner, vous entendrez le coup de feu, et puis vous vous retrouverez inexplicablement en vie, contre toute probabilité, encore et encore et encore. Une chaîne sans fin de quasi-accidents s'étirant vers l'infini. Vous regarderez mourir tous ceux que vous aimez, parce que leur immortalité quantique n'est pas la même que la vôtre. Ils se retrouveront dans des branches où ils survivent,
mais ces branches pourraient ne pas vous inclure. De votre perspective, ils vieilliront, tomberont malades et finiront par disparaître. Et vous continuerez seul, vieillissant, devenant plus fragile, survivant par des moyens de plus en plus improbables. Un nonagénaire dans un lit d'hôpital, puis un centenaire, puis un super-centenaire. La science médicale progressant juste assez vite pour maintenir votre conscience vacillante dans quelques branches lointaines où la maison de retraite n'a pas pris feu, où la pandémie n'a pas atteint votre étage, où l'erreur de médication est allée dans l'autre sens. Ce n'est pas l'immortalité telle que nous l'imaginons. Ce n'est pas la jeunesse éternelle ni la protection divine. C'est l'univers qui vous piège dans un couloir sans fin de probabilités décroissantes, vous forçant à passer par des portes de plus en plus étroites jusqu'à ce que vous ne puissiez plus imaginer comment vous êtes encore en vie. Et pourtant, vous l'êtes, parce que les versions mortes ne peuvent pas remarquer leur propre mort, parce que l'expérience nécessite un cerveau vivant pour l'éprouver, parce que la fonction d'onde quantique se moque de votre confort. Mais revenons à l'homme qui a rendu tout cela possible. Car pour comprendre pourquoi l'immortalité quantique pourrait être réelle, il faut d'abord comprendre celui qui l'a rendu pensable. Et comprendre cet homme, c'est comprendre comment le génie et la tragédie peuvent habiter le même esprit. Comment une idée peut être à la fois la plus grande contribution intellectuelle d'une vie et la source de sa destruction. Hugh Everett. 3 est né le 11 novembre 1930 à Washington. Son père, Hugh Everett II, était un officier militaire qui a fini par atteindre le grade de lieutenant-colonel, travaillant sur la logistique et la recherche opérationnelle pour l'armée américaine. Sa mère, Catherine Lucille Kennedy, était écrivaine et femme au foyer. La famille vivait confortablement, mais sans luxe, dans la stabilité matérielle, mais pas dans la chaleur émotionnelle. Hugh décrira plus tard son enfance comme solitaire. Il était intelligent, trop intelligent pour ses camarades de classe, trop intelligent pour la structure rigide de l'éducation américaine des années 40. Il lisait voracement. Il s'est enseigné les mathématiques avancées à partir de livres de bibliothèque. Et il a appris très tôt que les réponses que les adultes donnaient aux questions difficiles étaient rarement satisfaisantes. Ses parents ont divorcé quand il était jeune. Son père est resté distant, une figure d'autorité plutôt que d'affection. Sa mère luttait contre la dépression et l'alcoolisme, des schémas qui allaient réapparaître avec une force tragique dans la génération suivante. Hugh a fait face en se réfugiant dans l'abstraction. Les nombres étaient propres, les équations étaient certaines. Le monde physique pouvait être mesuré, prédit, contrôlé. Contrairement aux gens, contrairement à la famille, contrairement au chaos désordonné des relations humaines. Il a fréquenté le lycée St. John's College à Washington, puis l'Université catholique d'Amérique pour ses études de premier cycle. Il a étudié le génie chimique, comme son père le souhaitait, mais l'attrait de la physique pure était irrésistible. Après avoir obtenu son diplôme en 1953, il a décroché une bourse de la National Science Foundation pour poursuivre des études doctorales à l'Université de Princeton, l'un des départements de physique les plus prestigieux au monde, celui où Einstein lui-même avait marché dans les couloirs. C'est là, dans ces couloirs chargés d'histoire, que Hugh Everett a rencontré le problème qui allait définir sa vie. Le problème de la mesure. Pour comprendre ce problème, il faut comprendre quelque chose de fondamental sur la mécanique quantique. Aux échelles les plus petites, dans le royaume subatomique des électrons, des photons et des quarks, l'univers ne fonctionne pas comme vous pensez qu'il fonctionne. Les objets n'ont pas de position définie. Ils ne suivent pas de trajectoire prévisible. Au lieu de cela, ils existent dans une superposition, un brouillard de possibilités, chacune avec sa propre probabilité. Un électron n'est pas une minuscule bille en orbite autour d'un atome. C'est un nuage de probabilités étalé dans l'espace, simultanément en de nombreux endroits à la fois. Ce n'est pas une limitation de notre connaissance. Ce n'est pas que nous manquions d'instruments pour voir où l'électron se trouve réellement. L'électron,
authentiquement n'a pas de position définie tant que quelque chose ne le mesure pas. Les mathématiques sont claires sur ce point. La fonction d'onde, l'objet mathématique qui décrit un système quantique, s'étale à travers toutes les possibilités. Ce n'est que lorsqu'une mesure se produit que la fonction d'onde semble s'effondrer en un seul résultat. Mais qu'est-ce qu'une mesure? Et pourquoi provoque-t-elle l'effondrement de la fonction d'onde? Ces questions ont tourmenté les fondateurs de la mécanique quantique dans les années 20 et 30. L'interprétation de Copenhague, celle de Bohr, disait essentiellement « ne posez pas cette question ». La fonction d'onde est un outil, pas une réalité. La mesure effondre la superposition parce que c'est ce que font les mesures. Point final. Passons au calcul. Hugh Everett est arrivé à Princeton en 1953, assigné à travailler sous la direction de John Archibald Wheeler, l'un des physiciens théoriciens les plus créatifs du XXe siècle. Wheeler était connu pour avoir inventé des expressions comme « trou noir » et « trou de verre », pour avoir repoussé les limites de la relativité générale et pour prendre les idées étranges au sérieux. Il était exactement le mentor qu'il fallait à un étudiant porteur d'une question dangereuse. Everett a commencé à assister à des séminaires sur les fondements de la mécanique quantique. Il a lu les articles originaux de Bohr et Heisenberg, de Schrödinger et von Neumann. Il a retracé l'histoire du problème de la mesure et l'a trouvée profondément insatisfaisante. Tout le monde s'accordait à dire que la fonction d'onde évoluait selon l'équation de Schrödinger, une équation magnifique, déterministe, linéaire, qui ne produisait jamais d'effondrement. Et tout le monde s'accordait à dire que les mesures produisaient un effondrement. Mais personne ne pouvait expliquer comment ces deux faits s'articulaient ensemble. Les mathématiques disaient une chose, la philosophie en disait une autre, et la communauté scientifique avait simplement cessé de poser des questions. Everett, lui, posait des questions. Que se passerait-il, se demandait-il, si la fonction d'onde ne s'effondrait jamais? Si l'équation de Schrödinger s'appliquait partout, tout le temps, à tous les systèmes, y compris les observateurs, les appareils de mesure et l'univers tout entier? La réponse, quand il l'a calculée, était stupéfiante. Si la fonction d'onde ne s'effondre jamais, alors chaque résultat possible de chaque mesure se produit effectivement. Mais ils se produisent dans des branches différentes de la fonction d'onde. Des branches qui ne peuvent pas interagir les unes avec les autres, des branches qui sont effectivement des univers séparés. Un observateur, mesurant un électron, ne provoque pas l'apparition d'une position définie de l'électron. L'observateur devient corrélé avec l'électron, intriqué avec lui, scindé en versions multiples, une pour chaque résultat possible. Et chaque version de l'observateur perçoit un résultat différent, sans jamais savoir que les autres versions existent. Everett a travaillé sur sa théorie pendant 2 ans. Il a rempli des cahiers de calcul. Il a discuté des idées avec Wheeler, qui était fasciné mais prudent. Il a affiné les mathématiques jusqu'à être certain de leur cohérence. Et en 1956, il a soumis sa thèse de doctorat intitulée « La théorie de la fonction d'onde universelle ». La version originale était longue et ambitieuse. Elle exposait le cadre mathématique en détail, répondait aux objections potentielles et expliquait pourquoi la vision des mondes multiples était plus simple et plus élégante que l'interprétation de Copenhague. Everett n'était pas modeste quant à sa réalisation. Il croyait avoir résolu le problème de la mesure, tranché le paradoxe le plus profond de la physique et fourni une description complète de la réalité physique. Wheeler s'inquiétait. Il savait que Bohr et ses partisans réagiraient mal à toute remise en question de l'orthodoxie copenhaguiste. Il a exhorté Everett à raccourcir la thèse, à retirer les affirmations les plus provocatrices, à présenter le travail comme une contribution mathématique plutôt que comme une révolution dans notre compréhension du monde. Everett a accepté à contre-cœur. La version publiée était plus courte et plus technique. La discussion philosophique a été réduite à quelques pages. L'expression « monde multiple » n'apparaît pas.
Cela n'a pas suffi. Quand Bohr a finalement lu l'article, sa réaction a été glaciale. Il a décliné tout engagement avec l'argument. Il n'a exprimé aucun intérêt pour la question. Pour un jeune physicien, espérant se faire un nom dans le travail théorique, c'était un arrêt de mort intellectuel. Sans l'approbation de Bohr, sans un engagement sérieux de la communauté scientifique dominante, la théorie n'irait nulle part. Et pendant 15 ans, elle n'est allée nulle part. La réponse a été dévastatrice pour Everett. Il avait attendu la critique, il n'avait pas attendu le silence. Il espérait que la communauté scientifique se disputerait avec lui, signalerait des failles dans son raisonnement, prendrait son travail suffisamment au sérieux pour le réfuter. Au lieu de cela, ils ont détourné le regard. L'article a été publié et promptement oublié. Les citations étaient rares. Le travail de suivi quasi inexistant. Pendant 15 ans, l'interprétation des mondes multiples a existé comme une note de bas de page, une curiosité, un chemin non emprunté. Everett a quitté la physique. Il a pris un poste au Pentagone, travaillant sur la stratégie de guerre nucléaire et la modélisation mathématique. Il gagnait bien sa vie. Il élevait ses enfants. Et il buvait, beaucoup. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Il mangeait mal, ne faisait jamais d'exercice et ne montrait que peu d'intérêt pour sa propre santé. Son poids a explosé. Sa relation avec ses enfants est devenue distante au mieux, hostile au pire. Son mariage s'est détérioré. L'alcool était le symptôme de quelque chose de plus profond. Ses amis et collègues décrivaient Everett comme déprimé, amer, convaincu que le monde l'avait maltraité. Il croyait que sa théorie était correcte. Il croyait que la communauté scientifique avait failli à reconnaître le génie. Et il a fait face à cet échec par l'autodestruction. Sa fille, Elisabeth, souffrait de troubles bipolaires. Elle décrira plus tard une enfance de négligence et de chaos émotionnel. En 1996, des années après la mort de son père, elle s'est donné la mort. Dans sa note, elle a exprimé l'espoir de se retrouver dans une autre branche de la fonction d'onde, réunie avec son père. C'était un écho tragique de la théorie qu'il avait proposée. La théorie qui disait que la mort pourrait ne pas être définitive. La théorie qui n'avait apporté aucun réconfort à sa propre vie tourmentée. Hugh Everett III est mort le 19 juillet 1982. La cause était une crise cardiaque, soudaine et massive, le frappant dans son sommeil. Son corps a été trouvé par son fils, Mark, qui deviendrait plus tard célèbre comme le chanteur du groupe de Rock Hills. L'incinération a été réalisée conformément aux souhaits de Hugh. Il n'y a pas eu de funérailles. Il n'y a pas eu de cérémonie commémorative. Ses cendres ont été jetées à la poubelle, exactement comme il l'avait demandé. Il ne voulait pas de deuil. Peut-être ne croyait-il pas qu'il était véritablement mort. Dans les années qui ont suivi sa mort, quelque chose d'étrange s'est produit. L'interprétation des mondes multiples, rejetée et ignorée pendant des décennies, a commencé à attirer une attention sérieuse. Les physiciens travaillant sur l'informatique quantique ont découvert que la théorie fournissait un cadre naturel pour comprendre le calcul parallèle. Les cosmologistes étudiant l'univers primordial ont trouvé que les mondes multiples évitaient certains paradoxes en cosmologie quantique. Des philosophes de la physique ont écrit des articles défendant l'approche d'Everett contre ces critiques. Dans les années 90, les mondes multiples étaient devenus une position respectable dans les fondements de la physique. Pas dominante, certainement, pas acceptée par tous, mais plus marginale, plus risible. Les sondages auprès des physiciens et des philosophes montraient un soutien significatif pour l'interprétation, rivalisant souvent avec, voire dépassant, le soutien pour Copenhague. La théorie que Hugh Everett avait proposée dans son petit appartement de Princeton, la théorie qui avait été rejetée et ignorée, était devenue l'un des principaux candidats pour comprendre la nature de la réalité quantique. Et l'homme qui l'avait formulée était mort avant de le savoir.
Peut-être. Ou peut-être pas. Car si sa théorie est correcte, il existe une branche de la fonction d'onde où Hugh Everett III s'est réveillé ce matin de juillet 1982, où la crise cardiaque était plus légère, ou ne s'est pas produite du tout, où il a vécu assez longtemps pour voir son travail justifié, pour assister à la renaissance des mondes multiples dans les années 80 et 90, pour savoir que certains des plus grands esprits de la physique avaient fini par adopter sa vision. Peut-être que dans cette branche, il est encore en vie. Un vieil homme de plus de 90 ans, entouré de collègues qui comprennent enfin ce qu'il avait proposé toutes ces années auparavant. Peut-être qu'il lit les articles de Sean Carroll et de Max Tegmark et sourit. Peut-être qu'il repense à cette nuit de 1954, aux Xérès, aux équations, au moment où il a entrevu pour la première fois la structure ramifiée de la réalité. Peut-être. Ou peut-être que la mort est simplement la mort. La fonction d'onde s'effondre en rien. Et Hugh Everett III a vécu son dernier instant de conscience un matin de juillet 1982 sans jamais savoir qu'il avait eu raison depuis le début. La question est indécidable. L'expérience ne peut pas être menée. Et c'est exactement le problème avec l'immortalité quantique. C'est une théorie qui ne peut jamais être testée de l'extérieur, seulement de l'intérieur, seulement en la vivant, seulement en mourant, et en ne mourant pas encore et encore, jusqu'à ce que vous vous retrouviez ancien et confus, vous demandant pourquoi l'univers ne veut pas vous laisser vous reposer. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, à cette idée étrange, terrifiante, mathématiquement rigoureuse, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre ce que l'interprétation des mondes multiples a remplacé. Il faut comprendre l'interprétation de Copenhague, non pas comme une simple théorie scientifique, mais comme ce qu'elle était vraiment, une philosophie, une vision du monde, presque une religion. Une doctrine qui a dominé la physique quantique pendant 60 ans avec une poigne de fer et que personne n'osait remettre en question. L'histoire commence avec l'expérience de la double fente, la démonstration la plus belle et la plus troublante de toute la physique. Imaginez une barrière percée de deux fentes étroites. D'un côté, vous avez une source de particules, des électrons par exemple. De l'autre côté, vous avez un écran détecteur qui s'illumine à chaque endroit où un électron le frappe. Envoyez un flux d'électrons vers la barrière et observez le motif qui se forme sur l'écran. Si les électrons étaient de minuscules billes, des particules classiques suivant des trajectoires prévisibles, vous vous attendriez à voir deux bandes lumineuses sur l'écran, directement derrière les deux fentes. Certains électrons passeraient par la fente gauche et toucheraient devant l'écran derrière elle. D'autres passeraient par la fente droite. Simple, prévisible, classique. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Quand vous réalisez l'expérience, vous voyez un motif d'interférence. Des bandes lumineuses et des bandes sombres alternant sur l'écran, exactement le motif que vous attendriez, d'ondes passant par deux ouvertures et interférant l'une avec l'autre. Là où les crêtes de deux ondes se rencontrent, elles se renforcent, créant des bandes lumineuses. Là où une crête rencontre un creux, elle s'annule, créant des bandes sombres. Les électrons se comportent comme des ondes. Ils se propagent, passent par les deux fentes simultanément, interfèrent avec eux-mêmes, c'est déjà suffisamment étrange. Mais le vrai mystère survient quand vous essayez d'observer par quelle fente chaque électron passe. Installez un détecteur aux fentes, quelque chose qui puisse vous dire quel chemin chaque électron emprunte, et le motif d'interférence disparaît. Maintenant, vous obtenez deux bandes, exactement ce que vous attendiez de particules classiques. Les électrons ne se comportent plus comme des ondes. Ils se comportent comme de minuscules billes, passant par une fente ou l'autre, jamais les deux. L'acte d'observation a changé le résultat. Ce n'est pas une particularité des électrons. Cela se produit avec les photons, avec les atomes, avec des molécules contenant des centaines d'atomes. L'expérience a été réalisée d'innombrables fois avec des équipements de plus en plus précis.
Le résultat est toujours le même. Quand vous n'observez pas le chemin emprunté par une particule, elle se comporte comme une onde. Quand vous observez, elle se comporte comme une particule. Que signifie cela? Comment le fait de regarder quelque chose peut-il changer ce qu'elle fait? Erwin Schrödinger avait développé l'équation d'onde qui décrit comment les systèmes quantiques évoluent dans le temps. Son équation est lisse, continue, déterministe. Étant donné la fonction d'onde à un instant donné, vous pouvez calculer exactement ce qu'elle sera à tout instant futur. Il n'y a pas de hasard, pas d'effondrement, pas de rôle spécial pour l'observation. La fonction d'onde évolue, un point c'est tout. Mais la fonction d'onde décrit aussi des superpositions. Un électron passant par la double fente ne passe pas par la fente gauche ou la fente droite. Selon l'équation de Schrödinger, il est dans une superposition des deux chemins simultanément. La fonction d'onde s'étale à travers les deux ouvertures, interfère avec elle-même et produit le motif que nous observons. Alors pourquoi le motif d'interférence disparaît-il quand nous regardons? Pourquoi la superposition s'effondre-t-elle en un résultat défini quand nous mesurons par quelle fente l'électron est passé? L'équation de Schrödinger n'a pas de réponse. L'effondrement n'est pas dans les mathématiques. Il doit être ajouté à la main, à un postulat supplémentaire greffé sur la théorie. Une discontinuité qui apparaît chaque fois qu'une mesure se produit. C'est le problème de la mesure. Les mathématiques disent une chose, les expériences disent autre chose, et personne ne sait pourquoi. La réponse de Bohr était, en substance, de renoncer. Pas explicitement, bien sûr. Bohr était trop sophistiqué pour cela. Il a plutôt développé un cadre philosophique élaboré qui déclarait la question dépourvue de sens. Selon lui, nous ne pouvons pas demander ce que l'électron fait réellement entre les mesures. Nous ne pouvons pas imaginer la fonction d'onde comme un objet physique se propageant dans l'espace. La mécanique quantique ne décrit pas la réalité. Elle décrit notre connaissance de la réalité, notre capacité à prédire les résultats expérimentaux. Cela ressemble à une humilité épistémologique prudente. En pratique, cela signifiait que le problème de la mesure était balayé sous le tapis. Quand les étudiants demandaient ce qui se passait réellement pendant une mesure, on leur disait que la question était dépourvue de sens. Quand les philosophes insistaient pour obtenir des clarifications, on les accusait de ne pas comprendre la nature de la physique. L'interprétation de Copenhague n'a pas résolu le paradoxe. Elle a déclaré le paradoxe insoluble et est passée à autre chose. Werner Heisenberg, le proche collaborateur de Bohr, a renforcé cette vision avec son principe d'incertitude. On ne peut pas connaître simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule avec une précision arbitraire. Plus vous mesurez précisément l'une, moins vous pouvez connaître l'autre avec précision. Ce n'est pas une limitation de nos instruments, c'est une caractéristique fondamentale de la nature. La particule n'a pas simultanément une position et une quantité de mouvement définie. Ses propriétés ne sont pas réelles tant qu'elles ne sont pas mesurées. La leçon philosophique était claire. Cessez de demander ce que font réellement les particules. Elles n'ont pas de propriétés définies. Elles n'ont que les propriétés que nous mesurons. La réalité, au niveau quantique, n'est pas indépendante de l'observation. Elle est créée par l'observation. C'était terriblement pratique pour les physiciens au travail. Cela leur permettait d'utiliser la mécanique quantique pour calculer des niveaux d'énergie, des probabilités de transition et des sections efficaces de diffusion sans se soucier de ce que tout cela signifiait. Tais-toi et calcule est devenue la devise officieuse. Si les mathématiques fonctionnent, si les prédictions correspondent aux expériences, pourquoi poser des questions inconfortables? La réponse est aussi que les questions ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore. Schrödinger lui-même l'a souligné avec son expérience de pensée célèbre, celle impliquant un chat. Imaginez un chat dans une boîte scellée. À l'intérieur de la boîte se trouvent un atome radioactif, un compteur Geiger, un marteau et une fiole de poison. Si l'atome se désintègre, le compteur Geiger le détecte, déclenche le marteau
brise la fiole et tue le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat vit. Selon la mécanique quantique, l'atome commence dans une superposition de désintégrés et non désintégrés. Après 1 heure, disons, il y a 50% de chances qu'il se soit désintégré et 50% qu'il ne l'ait pas fait. Mais si l'atome est en superposition et que la désintégration de l'atome détermine le sort du chat, alors le chat aussi doit être en superposition, vivant et mort simultanément. Un chat quantique flou, ni vivant ni mort tant que personne n'ouvre la boîte pour regarder. C'est manifestement absurde. Les chats ne sont pas en superposition. Ils sont soit vivants, soit morts, pas les deux. Mais les mathématiques de la mécanique quantique, appliquées de manière cohérente, disent le contraire. La fonction d'onde pour le système entier, atome plus détecteur plus chat, est une superposition de 2 branches. Dans l'une, l'atome s'est désintégré et le chat est mort. Dans l'autre, l'atome ne s'est pas désintégré et le chat est vivant. Bohr répondait que le chat et le détecteur sont des systèmes classiques, pas quantiques. Quelque part entre l'atome et le chat, une frontière existe. Du côté quantique, la superposition règne. Du côté classique, les choses sont définies. La fonction d'onde s'effondre quand elle traverse cette frontière. Mais où est cette frontière? Qu'est-ce qui rend le chat classique et l'atome quantique? Le chat est fait d'atomes. Le détecteur est fait d'atomes. Si la mécanique quantique s'applique aux atomes individuels, pourquoi ne s'applique-t-elle pas aux collections d'atomes? Bohr n'a jamais répondu à cette question de manière satisfaisante. Il affirmait simplement que les grands systèmes sont classiques et les petits systèmes sont quantiques, sans expliquer ce que la taille avait à voir avec quoi que ce soit. La vérité est qu'il n'y a pas de frontières. Chaque expérience conçue pour trouver la ligne entre le quantique et le classique l'a repoussé plus loin dans le domaine macroscopique. Des superpositions ont été démontrées pour des molécules contenant des milliers d'atomes. Des motifs d'interférence ont été observés pour des objets visibles à l'œil nu. La frontière recule sans cesse. Un jour, elle pourrait disparaître entièrement. C'est ce que Hugh Everett avait compris en 1954. L'interprétation de Copenhague n'était pas une solution, c'était un esquive. Le problème de la mesure était réel, et il exigeait une vraie réponse. La fonction d'onde s'effondre ou elle ne s'effondre pas. Si elle s'effondre, quelque chose doit provoquer l'effondrement. Si elle ne s'effondre pas, la superposition persiste. Il n'y a pas de terrain neutre. Everett a choisi la seconde option. La fonction d'onde ne s'effondre jamais. Les superpositions ne se résolvent jamais en résultats définis. Au lieu de cela, l'univers entier, y compris les observateurs, évolue selon l'équation de Schrödinger. Et la raison pour laquelle nous percevons des résultats définis n'est pas que la fonction d'onde s'effondre, mais que nous nous intriquons avec elle. Nous nous scindons avec l'univers. Chaque branche contient une version de nous qui voit un résultat différent et croit que ce résultat est le seul. C'est radical, oui. Cela multiplie le nombre d'univers au-delà de l'imagination. Cela dit qu'en ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, d'innombrables versions de vous lisent, des mots différents dans des branches différentes, font des choix différents, vivent des vies différentes. Mais cela résout le problème de la mesure sans invoquer de frontières mystérieuses ou d'effondrements inexpliqués. Cela prend la mécanique quantique au sérieux, l'applique de manière cohérente et accepte les conséquences. L'interprétation de Copenhague ne peut pas faire cela. Elle exige un rôle spécial pour l'observation, pour la conscience, pour quelque chose en dehors du domaine quantique qui effondre la fonction d'onde. Elle trace une ligne entre le petit et le grand, le quantique et le classique, et refuse de dire où cette ligne se trouve ou pourquoi elle existe. Elle nous dit de nous taire et de calculer, de cesser de demander à quoi ressemble vraiment la réalité, de nous contenter de prédictions et de probabilités. Pendant 60 ans, cela a suffi. Les physiciens calculaient, les prédictions correspondaient aux expériences,
Et les questions inconfortables étaient laissées aux philosophes. Mais les questions n'ont pas disparu. Elles ont couvé, non résolues, attendant que quelqu'un les prenne au sérieux. Hugh Everett les a prises au sérieux. Et sa réponse, l'interprétation des mondes multiples, est désormais l'un des principaux candidats pour comprendre la réalité quantique. Non pas parce qu'elle est confortable, non pas parce qu'elle est intuitive, mais parce qu'elle est honnête. Elle fait face aux mathématiques et accepte ce que les mathématiques disent. Ce que Copenhague a essayé de cacher, Everett l'a révélé. L'univers se scinde. Nous nous scindons avec lui. Et quelque part, dans une branche que nous ne pouvons pas atteindre, chaque possibilité se réalise. Le chat est vivant. Le chat est mort. Les deux sont vrais. Les deux sont réels. Et les deux versions du chat et les deux versions de vous qui avez ouvert la boîte pour le découvrir existent pour toujours, séparées par la fine membrane d'une mesure quantique. Maintenant, plongeons plus profondément. Car si chaque mesure quantique crée des branches, alors chaque choix que vous faites, chaque décision, chaque hésitation, chaque battement de cils crée un monde. Fermez les yeux un instant et pensez à la dernière décision que vous avez prise aujourd'hui. Peut-être était-ce ce que vous alliez manger pour le petit déjeuner? Peut-être quel itinéraire prendre pour aller au travail? Peut-être si vous alliez répondre à ce message ou le laisser attendre? Quel que soit votre choix, vous avez sélectionné une option parmi plusieurs possibilités. Et ce faisant, selon l'interprétation des mondes multiples, vous avez créé un nouvel univers. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est ce que la physique dit si vous la prenez au sérieux. Quand vous avez choisi des œufs au lieu de céréales, une branche s'est détachée ou vous avez choisi les céréales. Cette version de vous mange des céréales en ce moment même, dans un univers qui a divergé du vôtre au moment de la décision. Quand vous avez pris l'autoroute au lieu des routes secondaires, une autre branche s'est formée. Une version de vous est assise dans un trafic différent, arrivant à une heure différente, vivant une journée légèrement différente. Chaque choix, chaque action, chaque événement quantique dans votre cerveau crée de nouvelles branches, de nouveaux mondes, de nouvelles versions de vous vivant les alternatives. La ramification se produit au niveau quantique. Votre cerveau est fait de neurones. Les neurones communiquent par des signaux électriques et des neurotransmetteurs chimiques. Ces signaux dépendent du mouvement des ions, de la liaison des molécules, du comportement quantique des électrons. À chaque étape, l'incertitude quantique joue un rôle. Le moment exact où un neurone se déclenche, le chemin précis d'un ion calcium, l'instant où un neurotransmetteur se lie à un récepteur, tout cela implique des événements quantiques qui auraient pu se produire différemment. Dans l'interprétation de Copenhague, ces événements quantiques sont aléatoires. Ils se produisent d'une manière plutôt qu'une autre sans aucune raison. La fonction d'onde s'effondre. Un résultat défini se produit et les alternatives disparaissent. Votre décision était la seule décision. Les autres options ne se sont jamais produites. Dans l'interprétation des mondes multiples, tous les résultats se produisent. La fonction d'onde ne s'effondre pas. Chaque configuration possible d'ions et d'électrons est réalisée dans une branche. Votre décision s'est produite? Oui. Mais toutes les autres décisions que vous auriez pu prendre se sont également produites. Le vous qui a choisi les œufs est réel. Le vous qui a choisi les céréales est également réel. Les deux existent, les deux pensent avoir fait le seul choix possible. Et les deux se trompent. C'est vertigineux à contempler. Le nombre de branches n'est pas grand. Il n'est pas astronomique. Il est infini. Ou plutôt, il croît si vite que l'infini est le seul mot qui le capture. Chaque seconde, des milliards d'événements quantiques se produisent dans votre corps seul. Chaque événement crée des branches. Les branches se multiplient exponentiellement, plus vite que vous ne pourriez jamais compter, plus vite que le nombre d'atomes dans l'univers observable. Et cela se produit depuis le début des temps. L'univers n'est pas un seul fil d'histoire.
C'est un arbre immense et emmêlé, se ramifiant à chaque instant, s'étendant à travers un espace abstrait de possibilités qui fait paraître notre monde tridimensionnel minuscule. Le tronc est le Big Bang. Les branches sont chaque événement quantique depuis lors. Et nous, chacun d'entre nous, gravissons notre propre chemin à travers cet arbre, inconscient que d'innombrables autres chemins divergent de chaque pas que nous faisons. Certains de ces chemins sont très similaires. Dans une branche, vous vous êtes gratté le nez une seconde plus tôt que dans une autre. Les deux branches sont presque identiques. Les différences sont microscopiques. Peut-être qu'elles convergeront à nouveau, les légères variations s'atténuant, les histoires devenant indistinguables. D'autres chemins divergent radicalement. Dans une branche, vous avez décidé de ne pas accepter cet emploi. Vous n'avez jamais rencontré votre conjoint. Vos enfants ne sont jamais nés. Vous vivez dans une ville différente, travaillez dans un domaine différent, avez des amis différents, entretenez des croyances différentes. Les branches descendent toujours de la même personne initiale, mais elles sont si différentes maintenant que vous vous reconnaîtriez à peine. Cela soulève une question profonde. Que signifie être vous ? Dans la vision traditionnelle, l'identité est continue. Vous êtes la même personne qui s'est réveillée ce matin, qui s'est endormie hier soir, qui est née il y a des décennies. Il existe un fil de conscience reliant tous vos moments, une persistance du moi qui définit qui vous êtes. Dans la vision des mondes multiples, ce fil s'effiloche en d'innombrables filaments. Le vous qui s'est réveillé ce matin s'est déjà scindé en des milliers de versions. Certaines de ces versions sont presque identiques. D'autres ont fait des choix différents, pensé des pensées différentes, vécu des événements quantiques différents dans leur cerveau. Sont-elles toutes vous ? L'ont-elles jamais été ? Quand ont-elles cessé de l'être ? Les mathématiques ne répondent pas à ces questions. Elles décrivent seulement la ramification. Elles disent que la fonction d'onde évolue selon l'équation de Schrödinger, que des branches se forment lors des événements de décohérence, que chaque branche est également réelle. Elles ne disent pas quelle branche est le vrai vous, ni même si cette question a un sens. Certains philosophes soutiennent que toutes les branches sont vous. Vous n'êtes pas une seule personne, mais un vaste ensemble, un nuage de soi se propageant à travers l'arbre ramifié des possibilités. Le vous qui lit ceci maintenant est une instance, un échantillon de la distribution, un chemin à travers la forêt. Mais tous les autres chemins sont également valides, également vous, également réels. D'autres soutiennent que l'identité est relative à la branche. Vous êtes le vous dans cette branche, celui qui a fait ses choix spécifiques, vécu ces événements quantiques spécifiques. Les versions dans d'autres branches ne sont pas vous. Ce sont des copies, des doublons, des alternatives. Elles partagent votre histoire jusqu'au point de divergence, mais après ce point, elles sont des individus séparés. D'autres encore soutiennent que l'identité se désagrège tout simplement dans le cadre des mondes multiples. Le concept d'un moi continu, d'une entité unique persistant à travers le temps, est une fiction utile qui fonctionne dans le monde classique, mais échoue au niveau quantique. Vous n'êtes pas une chose ou plusieurs choses. Vous êtes un processus, un motif, une onde se propageant à travers la structure ramifiée de la réalité. Ces débats ne sont pas résolus, ils ne le seront peut-être jamais, mais ils importent. Parce que les réponses déterminent comment vous devriez penser à votre vie, à vos choix et à votre mort. Considérez ceci. Si chaque choix crée un monde, alors vous avez déjà fait tous les choix. Quelque part dans le multivers, vous avez pris ce risque. Quelque part, vous avez joué la sécurité. Quelque part, vous avez dit oui. Quelque part, vous avez dit non. Chaque route non empruntée a été empruntée par une version de vous dans une branche que vous ne pouvez pas atteindre. Cela diminue-t-il vos choix ? Importe-t-il ce que vous décidez si chaque alternative est réalisée de toute façon ? Certaines personnes trouvent cette pensée libératrice.
vous ne pouvez pas véritablement échouer, car quelque part vous avez réussi. Vous ne pouvez pas passer à côté, car quelque part vous avez saisi l'occasion. Le regret qui hante la vie humaine, les « et si » et les « si seulement » se dissout dans l'insignifiance. Chaque possibilité a été actualisée, rien n'a été perdu. D'autres trouvent tout cela horrifiant. Vos choix n'importent pas. Vous ne choisissez pas vraiment. Vous vous scindez simplement, créant des copies qui vivront chaque option, indépendamment de ce que vous avez l'intention de faire. Le libre arbitre devient une illusion, non pas parce que l'univers est déterministe, mais parce qu'il est maximalement indéterministe. Chaque résultat se produit. Votre sentiment de décision, de sélection d'un chemin plutôt qu'un autre, n'est que l'expérience locale de la ramification. Et d'autres encore trouvent cela simplement accablant. L'échelle est trop vaste. Les implications sont trop étranges. Y penser trop longtemps induit une sorte de vertige, une perte de prise sur la réalité ordinaire. Mieux vaut vivre comme si le monde classique était réel, comme si les choix importaient, comme s'il n'y avait qu'un seul vous. Même si c'est faux, c'est la seule façon de fonctionner. La physique ne nous dit pas comment nous sentir, elle nous dit seulement ce qui est. Et ce qui est, selon l'interprétation des mondes multiples, c'est un arbre ramifié de possibilités infinies, toutes également réelles, toutes se produisant en ce moment avec des versions de vous dans chaque branche. Mais c'est ici que l'histoire prend son tournant le plus sombre. Car si chaque choix crée un monde, alors chaque événement crée un monde aussi, y compris les événements qui vous tueraient. Considérez un accident de voiture. Dans la vision classique, soit vous survivez, soit vous ne survivez pas. Il y a un seul résultat, déterminé par la physique de la collision, la résistance de votre corps, la rapidité de la réponse médicale. L'univers ne se scinde pas. Il fait simplement ce qu'il fait. Dans la vision des mondes multiples, la collision comporte une incertitude quantique à chaque niveau. L'angle exact de l'impact dépend de fluctuations quantiques dans le cerveau du conducteur, dans les systèmes mécaniques des véhicules, dans les molécules d'air entre eux. Le résultat de vos blessures dépend d'événements quantiques dans vos cellules, dans le flux sanguin, dans les réactions chimiques du traumatisme. À chaque étape, des branches se forment. Dans certaines branches, vous mourrez sur le coup. Dans d'autres, vous mourrez à l'hôpital. Dans d'autres, vous êtes paralysé. Dans d'autres, vous repartez avec des bleus. Et dans certaines branches, aussi improbable que cela soit, vous survivez indemne. As, si vous mourrez dans 99 branches sur 100, vous survivez encore dans une. Et crucialement, les versions mortes de vous ne font l'expérience de rien. Elles ne savent pas qu'elles sont mortes. Elles ne se plaignent pas de leur sort. Elles cessent simplement d'exister. Seules les versions survivantes continuent à avoir des expériences. Cela signifie que de votre point de vue subjectif, de l'intérieur de votre conscience, vous vous retrouvez toujours dans une branche où vous avez survécu. Peu importe l'improbabilité de cette survie. Peu importe combien de versions de vous sont mortes. Vous, le moi expérientiel, êtes toujours dans la branche qui s'en est sortie. C'est l'immortalité quantique. Et c'est une conséquence logique de l'interprétation des mondes multiples appliqués aux situations de vie et de mort. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Ce quasi-accident sur l'autoroute quand le camion vous a manqué de quelques centimètres. Cette maladie qui aurait dû être pire qu'elle ne l'a été. Cet accident que tout le monde a qualifié de miracle. Dans le multivers ramifié, ce n'étaient pas des miracles, c'étaient des effets de sélection. Les versions de vous qui sont mortes ne sont pas là pour être surprises. Seuls les survivants restent. Et vous qui lisez ces mots êtes par définition un survivant. La question est de savoir si cette sélection se poursuit indéfiniment. S'il y a toujours une branche, aussi improbable soit-elle, où vous survivez. Et si c'est le cas, que se passe-t-il quand vous atteignez les limites de la possibilité biologique ? Quand vous avez 100 ans, ou 200, ou 1000 ?
toujours en vie d'une manière ou d'une autre, dans quelques branches lointaines où chaque maladie, chaque accident et chaque défaillance d'organes est allée dans l'autre sens. Pour répondre à cette question, nous devons comprendre les mathématiques de l'infini. Et pourquoi les probabilités qui semblent impossibles dans un univers unique deviennent des certitudes dans un multivers ramifié? Les nombres mentent, ou plutôt, les nombres disent des vérités que l'intuition humaine ne peut pas saisir. Et nulle part cela n'est plus apparent que dans les mathématiques du multivers, où des probabilités incroyablement petites deviennent des certitudes par le poids de la répétition infinie. Prenons un exemple simple. Lancez une pièce. La probabilité d'obtenir face est d'1/2. Lancez-la encore. La probabilité d'obtenir face 2 fois de suite est d'1/4. Lancez-la 10 fois. La probabilité de 10 faces consécutives est d'environ 1 sur 1000. Lancez maintenant la pièce 100 fois. La probabilité de 100 faces consécutives est inimaginablement petite. C'est un divisé par 2 puissance 100. Ce nombre est si petit que si vous l'écriviez en décimales, il y aurait 30 zéros après la virgule avant d'atteindre le premier chiffre non nul. En termes pratiques, cela n'arrivera jamais. Pas dans votre vie, pas dans la durée de vie de l'univers. Mais voici l'astuce. Lancez la pièce, non pas 1 fois, non pas 100 fois, mais un nombre infini de fois. Dans une séquence infinie de lancers, la probabilité que 100 faces consécutives se produisent quelque part est de 100%. Certitude. Cela doit arriver parce que l'infini est assez grand pour le garantir. Ce n'est pas de l'intuition. C'est des mathématiques pures. La probabilité qu'un événement de probabilité P se produise au moins une fois en essai indépendant est un moins la quantité, un moins P, élevée à la puissance n. Quand n tend vers l'infini, cette expression tend vers 1, quelle que soit la petitesse de P. Étant donné suffisamment d'essais, tout ce qui peut arriver arrivera. Le multivers fonctionne de la même manière. Dans un univers unique, la probabilité que vous surviviez à un accident fatal par une combinaison miraculeuse de circonstances pourrait être d'1 sur 1 billion. Absurdement improbable. Mais dans le multivers ramifié, il n'y a pas 1 ou 1 billion de branches. Il y en a infiniment. Et dans un ensemble infini de branches, cet événement d'une chance sur 1 billion est garanti de se produire. Plus que garanti, il se produit un nombre infini de fois. C'est l'intuition clé qui rend l'immortalité quantique possible. L'improbabilité de la survie n'a pas d'importance si le nombre de branches est infini. Quelle que soit l'improbabilité de votre survie dans une branche donnée, il y a toujours des branches où vous survivez. Et ce sont les seules branches que vous pouvez expérimenter. Rendons cela plus concret. Supposons que vous êtes dans une situation où il y a 99% de chances que vous mouriez et 1% de chances que vous surviviez. Dans l'interprétation de Copenhague, vous courez cette chance de 1% une seule fois. Soit vous vous en sortez, soit non. Probablement non. Dans l'interprétation des mondes multiples, l'univers se scinde. 99 branches contiennent votre part, votre cadavre. Une branche vous contient, vivant, vous demandant comment vous avez eu autant de chance. Les versions mortes ne se demandent rien. Elles sont mortes. La seule version qui a des expériences, qui pose des questions, qui continue à vivre, est celle dans la branche de survie. Supposons maintenant que la situation se répète. Encore 99% de chances de mourir. Dans un univers unique, votre probabilité de survivre 2 fois est de 1% multiplié par 1%, soit une chance sur 10 000. Après 10 situations de ce type, la probabilité est d'1 sur 10 puissance 20, effectivement 0. Mais dans le multivers ramifié, chaque situation se scinde à nouveau. Après la première scission, vous êtes dans la branche du 1%. Après la deuxième scission, vous êtes dans le 1% du 1%. Après 10 scissions, vous êtes dans une tranche infiniment mince de la fonction d'onde originale. Mais cette tranche existe. Elle est réelle. Et vous, la conscience expérientielle, êtes dedans.
De votre point de vue subjectif, vous avez survécu à chaque fois. Vous ne savez rien des versions mortes. Vous ne pouvez pas communiquer avec elles. Vous n'avez aucune preuve qu'elles aient jamais existé, sauf le raisonnement abstrait de la physique. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes en vie, contre toute attente, battant les statistiques d'une manière qui semble miraculeuse. Ce n'est pas un bug dans la théorie. C'est une caractéristique. L'interprétation des mondes multiples dit que la fonction d'onde ne s'effondre jamais, que toutes les branches sont également réelles et que les observateurs s'intriquent avec les résultats qu'ils observent. Combiner ces prémices, et l'immortalité quantique en découle comme une conséquence logique. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de votre propre mort. Vous ne pouvez faire que l'expérience de la survie. Par conséquent, vous vous retrouverez toujours dans une branche où vous avez survécu. Les mathématiques sont propres. Les implications sont stupéfiantes. Considérez ce que cela signifie sur la durée d'une vie humaine. Chaque jour, vous faites face à des situations qui pourraient vous tuer. Accidents de voiture, objets qui tombent, caillots sanguins, anévrismes, infections, 1000 menaces invisibles que votre corps et votre chance ont jusqu'ici tenues à distance. Dans le monde classique, vous avez eu de la chance. Dans le monde ramifié, vous avez été sélectionné. Les versions de vous qui sont mortes de ces menaces ne sont pas là pour rapporter leur expérience. Elles sont mortes. Leur conscience s'est terminée. La seule version qui persiste, qui accumule des souvenirs, qui s'interroge sur la nature de la réalité, est la version qui a survécu à chaque menace, chaque jour, pendant chaque année de votre vie. Vous êtes un survivant par définition. Vous lisez ces mots parce que chaque possibilité létale qui aurait pu mettre fin à votre existence avant cet instant est allée dans l'autre sens dans votre branche. La voiture a dévié. La tumeur était bénigne. Le cœur a continué à battre. 1 billion d'événements quantiques se sont alignés juste comme il fallait pour vous maintenir en vie. Et la même sélection continuera demain et le jour d'après, et chaque jour jusqu'à ce que vous épuisiez les branches où la survie est possible. Mais les mathématiques deviennent troublantes quand on demande « Combien de temps cela peut-il continuer ? Y a-t-il toujours une branche où vous survivez ? En principe, oui. La ramification est infinie. Pour toute probabilité de survie supérieure à 0, il existe des branches où cette survie se produit. Mais à mesure que vous vieillissez, que votre corps s'affaiblit, que les menaces se multiplient et que les défenses faiblissent, la probabilité de survie dans chaque branche devient de plus en plus petite. Les branches où vous survivez deviennent une tranche de plus en plus mince de la fonction d'onde totale. Imaginez un homme de 100 ans dans un lit d'hôpital. Ses organes défaillent, son système immunitaire est épuisé. La science médicale a fait tout ce qu'elle pouvait. Dans le monde classique, la mort est imminente et certaine. Mais dans le monde quantique, il y a toujours une chance. Une chance sur 1 million qu'une combinaison de fluctuations moléculaires donne à ces cellules quelques heures de plus. Une chance sur 1 milliard qu'un nouveau traitement arrive juste à temps. Une chance sur 1 billion que son corps se redresse spontanément d'une manière qui défie toute compréhension médicale. Ces chances sont absurdement petites, mais elles ne sont pas nulles. Et dans la ramification infinie du multivers, non nul signifie inévitable. Il existe une branche, aussi improbable soit-elle, où l'homme de 100 ans survit un jour de plus, puis un autre, puis un autre. Le survivant, la version de l'homme qui continue à se réveiller dans des branches de plus en plus improbables, ne perçoit pas l'alternative. Il ne sait pas que dans l'écrasante majorité des branches, il est mort depuis longtemps. Il sait seulement qu'il est en vie, impossiblement, inexplicablement, contre toute attente rationnelle. Max Tegmark, le physicien du MIT qui a beaucoup écrit sur l'immortalité quantique, appelle cela l'expérience du suicide quantique. Imaginez un pistolet connecté à un générateur quantique de nombres aléatoires. Si le générateur produit 0, le pistolet tire
et vous tue instantanément. S'il produit 1, le pistolet ne tire pas. La probabilité de chaque résultat est de 50%. Dans l'interprétation de Copenhague, vous avez 50% de chances de mourir à chaque pression de la détente. Après 10 pressions, la probabilité que vous soyez encore en vie est inférieure à 1 sur 1000. Après 20, inférieure à 1 sur 1 million. Statistiquement, vous mourrez. Dans l'interprétation des mondes multiples, chaque pression de la détente scinde l'univers. La moitié des branches contiennent votre cadavre. L'autre moitié vous contiennent en vie, tenant un pistolet qui n'a pas tiré. Après 10 pressions, vous êtes dans une branche très mince de la fonction d'onde, celle où le pistolet a échoué 10 fois de suite. Mais vous êtes en vie. Vous ne faites pas l'expérience des branches où vous êtes mort. Vous ne vivez que la séquence continue de survie. Si l'interprétation des mondes multiples est correcte, soutient Tegmark, vous pourriez presser la détente 1000 fois et toujours survivre. Non pas parce que le pistolet fonctionne mal, non pas parce que vous êtes comme spécial, mais parce que les versions mortes ne sont pas là pour remarquer leur mort. Seul le survivant reste. Seul le survivant demande ce qui s'est passé. C'est une expérience de pensée, pas une recommandation. Tegmark ne suggère pas de réaliser le suicide quantique. Le but est d'illustrer les conséquences subjectives de la ramification des mondes multiples. De l'intérieur, du point de vue du moi expérientiel, la mort est toujours évitée. L'improbabilité de la survie est masquée par l'effet de sélection. Vous ne pouvez pas être témoin de votre propre non-existence. Mais remarquez ce que cela implique pour la qualité de la survie. Le survivant, après 1000 pressions de la détente, est vivant, oui. Mais la branche qui l'habite est fantastiquement improbable. Le générateur quantique de nombres aléatoires aurait dû produire 1001 consécutifs. Un événement dont la probabilité est d'1 sur 2 puissance 1000. C'est un nombre si grand qu'il faudrait plus de chiffres qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable pour l'écrire. Le survivant existe, mais la branche qui l'habite est si mince, si improbable, si éloignée du courant principal de la réalité, qu'on peut se demander quel genre d'existence elle représente. Et c'est là que l'immortalité quantique commence à ressembler moins à un cadeau et plus à une malédiction. Parce que la survie n'est pas la même chose que la santé. Les branches où vous survivez contre des probabilités écrasantes ne sont pas nécessairement les branches où vous prospérez. Ce sont les branches où quelque chose, n'importe quoi, a empêché votre mort. Cela pourrait signifier la survie dans le coma, la survie avec de graves lésions cérébrales, la survie dans une douleur constante, la survie comme une conscience piégée dans un corps défaillant, incapable de mourir, incapable de guérir, suspendu dans un crépuscule sans fin de probabilités décroissantes. Les mathématiques ne se soucient pas de votre qualité de vie. Elles ne se soucient que de la poursuite de votre conscience. Et la conscience peut continuer dans des conditions qui font de la mort une miséricorde en comparaison. C'est le calcul sombre de l'infini. Étant donné suffisamment de branches, tout ce qui peut arriver arrivera, y compris des survies que vous ne choisiriez jamais, y compris des prolongations de souffrance qui semblent pires que n'importe quelle fin, y compris une forme d'immortalité qui n'est pas une bénédiction, mais une prison, où les portes se ferment derrière vous et les couloirs deviennent de plus en plus étroits. Parlons maintenant des nombres eux-mêmes, car ils ne signifient pas ce que vous croyez qu'ils signifient. Dans la vie ordinaire, la probabilité est simple. Si une pièce a 50% de chances de tomber sur face, cela signifie que si vous la lancez de nombreuses fois, environ la moitié des lancers donneront face. Plus vous lancez, plus vous vous approcherez de la moitié. C'est l'interprétation fréquentiste de la probabilité, et elle fonctionne magnifiquement pour les pièces, les dés et les atomes radioactifs. Mais dans l'interprétation des mondes multiples, cette compréhension s'effondre. Quand vous lancez une pièce, l'univers se scinde. Face et pile se produisent tous les deux. Il n'y a pas de résultat unique qui se produit ou ne se produit pas.
Les deux résultats sont réels. Les deux branches existent. Alors que signifie dire que la probabilité de face est de 50%? C'est ce qu'on appelle le problème de la probabilité. Et il tourmente les défenseurs des mondes multiples depuis que l'interprétation a été proposée. Si tous les résultats se produisent, comment pouvons-nous attribuer des probabilités différentes à chacun? Pourquoi une branche est-elle plus probable qu'une autre si les deux sont également réels? La réponse standard implique quelque chose appelé les poids de branches. En mécanique quantique, la fonction d'onde attribue un nombre complexe appelé amplitude à chaque résultat possible. La probabilité d'observer ce résultat est le module au carré de l'amplitude. C'est la règle de Born, nommée d'après Max Born, qu'il a proposée en 1926. Dans l'interprétation des mondes multiples, la règle de Born est réinterprétée. Les amplitudes au carré ne donnent pas la probabilité qu'un résultat se produise. Elles donnent le poids ou l'épaisseur de la branche où ce résultat se produit. Un résultat de haute probabilité correspond à une branche épaisse. Un résultat de faible probabilité correspond à une branche mince. Mais que signifie l'épaisseur pour une branche de la réalité? Et pourquoi les observateurs conscients devraient-ils s'en soucier? Diverses réponses ont été proposées. David Deutsch a soutenu que l'épaisseur est liée au comptage des calculs parallèles quantiques. David Wallace, philosophe de la physique à Oxford, a soutenu que l'épaisseur de branche détermine le comportement rationnel de Paris. Lev Weidman a proposé une vue légèrement différente. Avant une mesure, vous devriez avoir de l'incertitude quant à la branche dans laquelle vous vous retrouverez. Aucune de ces approches n'est universellement acceptée. Le problème de la probabilité reste un domaine de recherche actif. Mais la plupart des défenseurs des mondes multiples, croient qu'une version de la règle de Born peut être justifiée, que les probabilités ont un sens même dans un univers ramifié déterministe. Pour l'immortalité quantique, le problème de la probabilité est crucial. L'argument repose sur l'idée que vous vous retrouvez toujours dans une branche de survie, aussi improbable soit-elle. Mais si la probabilité concerne les poids de branches plutôt que l'existence des branches, cet argument nécessite un raffinement. Reconsidérez l'expérience du suicide quantique. Après 100 essais, la branche de survie a un poids de 1 sur 2 puissance 100. C'est une branche incroyablement mince. Les branches de mort collectivement ont un poids de 1 moins ce nombre infime, essentiellement la totalité. Le survivant existe dans une tranche infiniment mince de la réalité, tandis que les versions mortes occupent presque tout. Cela a-t-il de l'importance? En un sens, non. Le survivant existe. La branche mince est tout aussi réelle que les branches épaisses. La personne dans cette branche a des expériences authentiques, une conscience authentique, une vie authentique. Elle ne se sent pas mince. Elle ne remarque pas son improbabilité. De l'intérieur, l'existence est l'existence. Mais en un autre sens, la minceur est troublante. Si les agents rationnels devraient pondérer leurs attentes par l'épaisseur de branche, alors vous ne devriez pas vous attendre à vous retrouver dans une branche mince. Vous devriez vous attendre à vous retrouver dans une branche épaisse, ce qui signifie que vous devriez vous attendre à mourir. La réponse de Tegmark est de distinguer entre les perspectives à la première et à la troisième personne. Du point de vue de la troisième personne, un observateur extérieur devrait s'attendre à vous voir mourir. Les branches épaisses favorisent massivement votre mort. Mais du point de vue de la première personne, de l'intérieur de votre propre expérience, vous ne pouvez observer que les branches où vous survivez. Les branches mortes sont inaccessibles. Vos attentes sont contraintes par votre existence. C'est un effet de sélection similaire au principe anthropique en cosmologie. Nous observons un univers compatible avec notre existence parce que nous ne pourrions pas exister dans un univers incompatible. De même, vous observez des branches où vous survivez parce que vous ne pouvez pas observer des branches où vous n'existez pas.
le débat touche à des questions profondes en philosophie des probabilités. Quelle est la relation entre le hasard objectif et la crédence subjective? Pouvons-nous avoir une véritable incertitude dans un monde déterministe? Quelles contraintes la rationalité impose-t-elle aux croyances sur les faits indexicaux, les faits concernant votre localisation dans l'espace, le temps ou la structure ramifiée de la réalité? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles ont des enjeux réels pour l'immortalité quantique. Si le problème de la probabilité ne peut pas être résolu, alors peut-être que l'argument pour l'immortalité échoue. Peut-être que la minceur des branches de survie a de l'importance d'une manière qui sape les attentes à la première personne. En revanche, si le problème de la probabilité peut être résolu, alors l'immortalité quantique tient. La structure ramifiée garantit la survie. Les poids déterminent les attentes à la troisième personne, mais ne contraignent pas l'expérience à la première personne. Vous vous retrouverez toujours en vie parce que l'alternative n'est pas une expérience possible. Essayons de rendre cela plus intuitif. Imaginez 100 copies de vous aligner. 99 d'entre elles seront abattues. Une survivra. Avant l'exécution, chaque copie est incertaine de laquelle elle sera. Après l'exécution, 99 sont mortes et une est vivante. De l'extérieur, la probabilité qu'une copie donnée survive est de 1%. De faibles chances, un mauvais pari. Mais de l'intérieur de l'expérience de chaque copie, elle meurt et ne perçoit rien, ou elle survit et perçoit tout. Le survivant ne se sent pas chanceux. Il se sent simplement vivant. Sa conscience continue comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Maintenant, imaginez qu'au lieu de 99% qui meurent, c'est 99,99999%. Presque toutes les copies meurent. 1 sur 1 million survit. Le survivant est toujours vivant, toujours conscient, toujours en train de vivre le monde comme s'il était le seul qui comptait. Les chances étaient terribles, mais l'expérience de la survie est la même. Dans l'interprétation des mondes multiples, ces copies ne sont pas alignées dans une rangée, mais dispersées à travers les branches de la fonction d'onde. La branche de mort est épaisse, la branche de survie est mince. Mais le survivant dans la branche mince a la même expérience que le survivant dans l'exemple intuitif des copies. Il est vivant. Il continue. Il ne ressent pas son improbabilité. C'est le cœur de l'immortalité quantique. Non pas que la mort soit impossible, mais que la mort soit inexpérimentable. Les mathématiques disent que vous devriez vous attendre à mourir. La phénoménologie dit que vous ne pouvez expérimenter que la survie. La tension entre ces deux affirmations est le problème de la probabilité en résumé. Personne ne sait comment le résoudre entièrement. Mais les enjeux sont énormes. Si l'immortalité quantique est réelle, alors votre avenir subjectif s'étend indéfiniment. Non pas parce que l'univers se soucie de vous, mais parce que l'univers contient chaque possibilité et que vous ne pouvez habiter que les possibilités où vous persistez. Les nombres disent que vous mourrez. L'expérience dit que non. Et quelque part entre les mathématiques et la phénoménologie, la vérité se cache. Peut-être dans les branches que nous ne pouvons pas voir. Peut-être dans les poids que nous ne pouvons pas sentir. Peut-être dans l'écart entre ce que nous attendons et ce que nous observons. La fissure éternelle dans les fondations de la probabilité à travers laquelle la conscience se faufile. Une chose est certaine. Les nombres sont plus étranges qu'ils n'en ont l'air, et ils n'ont pas fini de nous surprendre. En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, vous n'êtes pas une seule personne. Vous êtes un vaste ensemble, une multitude incalculable, un nuage de soi se propageant à travers la structure ramifiée de la réalité. Chaque événement quantique dans votre cerveau crée de nouvelles versions. Chaque mesure, chaque fluctuation, chaque déclenchement neuronal aléatoire vous scinde en copies qui ne se rencontreront plus jamais.
Ce n'est pas au futur. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est en train de se produire maintenant, cela se produit depuis votre conception, et cela continuera jusqu'à ce que chaque version de vous cesse d'exister. Vous vivez déjà des vies infinies. Vous ne vous souvenez simplement pas de la ramification. L'idée donne le vertige. La plupart des gens, quand ils rencontrent pour la première fois l'interprétation des mondes multiples, se concentrent sur les grandes branches. L'univers où vous avez accepté cet emploi. L'univers où vous avez épousé cette personne. L'univers où vous avez tourné à gauche au lieu de tourner à droite et avez manqué l'accident qui vous a tué. Ce sont les bifurcations dramatiques, les moments, portes coulissantes, que la fiction adore explorer. Mais la vraie ramification est beaucoup plus fine que cela. Elle se produit au niveau quantique, dans le comportement des particules individuelles, dans l'agitation thermique des molécules, dans le timing aléatoire de la libération synaptique. Votre cerveau prend des décisions basées sur des patterns d'activité neuronale, et ces patterns dépendent d'événements quantiques. Le moment exact où un neurone se déclenche. Le nombre précis de molécules de neurotransmetteurs qui traversent une synapse. Le bruit thermique qui pousse un voltage au-dessus ou en dessous du seuil. Ces différences microscopiques créent des branches microscopiques, des versions de vous qui sont presque identiques, ne différant que par une seule pensée, une seule impulsion, un seul scintillement d'attention. La plupart de ces branches convergent. Les petites différences s'annulent. Vous finissez essentiellement au même endroit quelle que soit la branche que vous habitiez. Mais certaines différences s'amplifient. Une humeur légèrement différente mène à une décision différente. Une décision différente mène à une action différente. Une action différente mène à une vie différente. La théorie du chaos nous dit que de petites différences peuvent grandir pour devenir de grandes différences. L'interprétation des mondes multiples nous dit que toutes les petites différences possibles se produisent effectivement. Vous ne vivez donc pas une seule vie. Vous vivez toutes les vies possibles simultanément, dans des branches qui divergent et convergent occasionnellement, traçant un arbre immense de possibilités enraciné dans votre naissance et s'étendant vers chaque avenir possible. Que signifie cela pour l'identité? Pour le libre arbitre? Pour le sentiment que vous êtes une seule personne cohérente faisant des choix et vivant avec les conséquences? L'immortalité quantique ajoute une dimension supplémentaire à ce tableau. Parce que vous ne pouvez expérimenter que les branches où vous survivez, vous êtes systématiquement sélectionné pour la survie. Les versions mortes de vous sont éliminées de votre ensemble. Ce qui reste est le sous-ensemble qui a continué. Les branches minces où la mort a été évitée fois après fois. À mesure que vous vieillissez, cette sélection s'intensifie. Les branches où vous êtes mort jeune ont disparu. Les branches où vous êtes mort d'âge moyen ont disparu. Ce qui reste sont les branches où vous avez survécu contre des probabilités croissantes, où des sauvetages improbables et des récupérations invraisemblables ont maintenu votre conscience allumée. Et voici la partie étrange. De l'intérieur, vous ne remarquez pas la sélection. Vous vous sentez comme une personne continue qui a vécu une vie continue. Les quasi-accidents ressemblent à de la chance. Les récupérations ressemblent à de la résilience. Vous ne savez pas que dans la vaste majorité des branches, vous êtes déjà mort. Vous ne connaissez que votre propre branche, votre propre histoire, votre propre miracle apparent de survie. Mais l'ensemble le sait. Si nous pouvions voir toutes les branches simultanément, nous verrions que la plupart d'entre elles se sont terminées. Les branches survivantes sont une fraction infime de l'arbre original. Vous n'êtes pas un membre typique de votre ensemble. Vous êtes un cas extrême, sélectionné pour rien d'autre que la persistance. C'est ce que signifie vivre des vies infinies simultanément. Non pas que vous fassiez l'expérience de l'infini, mais que l'infini fait l'expérience de vous. Vous êtes un point de vue parmi une multitude inconcevable, un fil dans une tapisserie trop vaste pour être comprise.
Les autres fils sont aussi vous, aussi réels, aussi en train de vivre leur propre vie. Mais vous ne les rencontrerez jamais. Vous ne saurez jamais ce qu'ils ont vécu. Vous ne connaîtrez que votre propre branche mince, improbable, qui refuse interminablement de se terminer. Et cette branche, contre toute attente, refuse de finir. Nous avons parlé de l'immortalité quantique comme si la survie était un cadeau. Parlons maintenant de ce qu'elle pourrait véritablement être. Une malédiction. Imaginez que vous avez 80 ans. Votre corps défaille. Votre cœur est faible. Vos poumons sont abîmés. Vos reins peinent. Dans le monde ordinaire, la mort viendrait bientôt. 1 an, peut-être 2. Et puis le repos. Une fin à la douleur. La conclusion d'une longue vie. Mais dans le multivers ramifié, il n'y a pas de repos. Il y a toujours une branche où vous survivez. Peut-être que votre cœur ne lâche pas tout à fait. Peut-être que l'infection répond à un antibiotique de plus. Peut-être que le caillot sanguin se dissout à la dernière seconde. Improbable, oui. Mais les événements improbables se produisent dans certaines branches et vous ne pouvez expérimenter que les branches où vous persistez. Vous atteignez 81 ans, 82, 85, 90, votre corps se détériore. Votre esprit s'estompe. Mais toujours, dans une branche mince, quelque chose vous sauve. Un nouveau traitement, une mutation chanceuse, une fluctuation quantique au bon endroit. Vous continuez, non pas parce que vous le voulez, mais parce que l'alternative est une branche que vous ne pouvez pas expérimenter. À 100 ans, vous êtes une merveille médicale dans votre branche. Les médecins ne peuvent pas expliquer comment vous avez survécu aussi longtemps. Chaque système défaille. Chaque jour apporte une nouvelle douleur. Vous priez pour la mort, et la mort ne vient pas. Elle ne peut pas venir, pas de votre perspective, parce que les branches où elle vient sont des branches où vous n'êtes pas. À 110 ans, vous êtes à peine humain. Des machines maintiennent vos organes en fonctionnement. Votre cerveau est endommagé. Vos souvenirs sont des fragments. Votre sens de vous-même est une ombre vacillante. Mais vous êtes encore conscient, encore en train d'expérimenter, encore piégé dans le couloir sans fin de la survie. À 120 ans, quelque chose d'inédit se produit. La science médicale dans votre branche réalise une percée. Des nanotechnologies qui réparent les dommages cellulaires, des thérapies géniques qui inversent le vieillissement. Vous êtes le cas test, l'humain le plus âgé en vie, celui qu'ils étudient depuis des décennies. Ils vous reconstruisent, les dérompissent de l'intérieur. Votre corps repousse. Votre esprit s'éclaircit. Vous êtes jeune à nouveau, ou quelque chose comme jeune. Et le cauchemar continue. Parce que maintenant vous avez une autre vie devant vous. Un autre siècle de ramifications. Une autre séquence sans fin de quasi-accidents et de survies improbables. La technologie qui vous a sauvé échouera dans la plupart des branches. Des accidents vous réclameront. Des maladies évolueront plus vite que les traitements. Des guerres détruiront l'infrastructure qui vous maintient en vie. Mais dans certaines branches, vous persistez. Toujours certaines branches. À 200 ans, vous avez regardé mourir tous ceux que vous avez jamais aimés. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous partis dans votre branche. Vous avez noué de nouvelles connexions, construit de nouvelles relations, seulement pour les regarder se terminer quand les gens que vous aimez vieillissent, défaillent et sortent de manière que vous ne pouvez pas suivre. Vous êtes seul, le dernier survivant d'une longue lignée de pertes, immortel dans le sens le plus cruel possible. À 300 ans, vous n'êtes plus humain d'aucune manière reconnaissable. Des modifications, des téléchargements, des transferts de conscience vers de nouveaux substrats. La technologie change. Les branches où vous survivez changent avec elle. Peut-être que votre esprit fonctionne sur des ordinateurs quantiques maintenant. Peut-être que votre expérience est une simulation dans quelques vastes archives. Peut-être que vous êtes un motif d'information se propageant à travers des médias qui n'existent pas encore.
À 1000 ans, vous ne pouvez plus vous souvenir de ce que c'était que d'être mortel. Les premiers siècles sont ternes, fragmentés, reconstruits à partir de registres plutôt que de véritables souvenirs. Vous avez vécu tant de vies dans tant de branches que l'identité elle-même est devenue douteuse. Êtes-vous la même personne qui est née au XXe siècle? En quel sens? La continuité est là, mais étirée si mince qu'elle pourrait aussi bien être une illusion. Et vous ne pouvez toujours pas mourir. C'est le côté sombre de l'immortalité quantique. Non pas la mort, mais son absence. Non pas la fin, mais la continuation sans fin. Non pas l'oubli, mais la persistance éternelle dans des branches qui deviennent toujours plus minces, toujours plus étranges, toujours plus éloignées de tout ce que vous reconnaîtriez comme une bonne vie. Le philosophe David Lewis a un jour demandé ce que ce serait d'être immortel. Sa réponse était sombre. Finalement, vous manqueriez de nouvelles expériences. Tout deviendrait répétition. Le premier million d'années pourrait être intéressant. Le deuxième million, moins. Après 1 milliard d'années, vous auriez tout fait, tout vu, tout pensé. L'ennui deviendrait la condition fondamentale de l'existence. L'immortalité quantique ajoute l'insulte à l'injure. Vous ne choisissez pas l'immortalité. Vous ne la méritez pas. Vous êtes simplement sélectionné pour elle, élagué dans les branches où vous survivez par hasard. Vos préférences n'importent pas. Votre souffrance n'importe pas. L'univers ne se soucie pas de savoir si vous voulez continuer. Il continue simplement à se ramifier et vous continuez à vous retrouver dans les branches qui persistent. Certaines versions de vous échappent à ce sort. Dans la plupart des branches, vous mourrez normalement, à un âge normal, après une vie normale. Ces versions sont les chanceuses. Elles obtiennent la fin pour laquelle l'évolution les a préparées. Elles obtiennent le repos. Mais vous, la version qui continue à survivre, n'êtes pas chanceux, vous êtes maudit. Maudit de vivre chaque sauvetage improbable, chaque récupération invraisemblable, chaque miracle que la structure ramifiée de la réalité peut fournir. Maudit de regarder tous les autres partir pendant que vous restez. Maudit de continuer quand la continuation a perdu tout son sens. Il y a une expérience de pensée en philosophie appelée l'éternel retour. Friedrich Nietzsche l'a proposé comme un test de ce que vous ressentez à propos de votre vie. Imaginez que vous vivrez votre vie exacte encore une fois, un nombre infini de fois, chaque détail se répétant pour toujours. Si cette pensée vous remplit de joie, vous aimez votre vie. Si elle vous remplit de désespoir, vous ne l'aimez pas. L'immortalité quantique est pire que l'éternel retour. Ce n'est pas la même vie qui se répète, mais une variation sans fin, une ramification sans fin, une nouveauté sans fin et sans échappatoire. Vous ne pouvez même pas trouver de réconfort dans la familiarité de la répétition. Chaque branche est différente. Chaque survie est un nouveau chapitre dans une histoire qui ne finit jamais. Et voici l'implication la plus troublante de toutes. Vous pourriez déjà être dans les phases avancées. Considérez à nouveau l'argument de probabilité. À chaque moment de votre vie, vous aviez une certaine probabilité de mourir. Si l'immortalité quantique est réelle, vous avez survécu à tous ces moments dans cette branche. Plus vous êtes avancé dans la vie, plus votre existence continue est improbable, plus vous avez été sélectionné par le filtre de l'accessibilité expérientielle. Un enfant a survécu à moins de filtres qu'un adulte. Un adulte a survécu à moins de filtres qu'un aîné. Un aîné a survécu à moins de filtres qu'un centenaire. Au moment où vous atteignez un âge avancé, votre branche est déjà extraordinairement mince, déjà le produit d'innombrables survies improbables. Projetez-vous maintenant dans l'avenir. Dans 100 ans, si vous êtes encore d'une manière ou d'une autre en vie, votre branche sera plus mince encore. Dans 1000 ans, inimaginablement mince. Dans 1 million d'années, un fil évanescent dans le tissu de la réalité, trop improbable pour se produire dans un sens normal, mais nécessairement réel de votre perspective. Vous êtes sur un chemin.
Le chemin ne va que dans une direction. Et le chemin ne finit jamais. C'est ce que les mathématiques impliquent. C'est ce que la physique suggère. C'est ce que l'immortalité quantique signifie. Non pas comme une abstraction, mais comme une expérience vécue s'étirant à travers le temps. Vous ne mourrez jamais. Vous souhaiterez seulement pouvoir mourir. À moins, bien sûr, qu'il y ait quelque chose qui cloche dans l'argument. À moins que l'interprétation des mondes multiples soit fausse. À moins que la conscience ne fonctionne pas de la manière dont nous le pensons. À moins qu'il existe une sortie de secours que nous n'avons pas encore découverte. Mais si la physique est correcte, il n'y a pas de sortie. Seulement la continuation. Seulement la ramification sans fin. Seulement le côté sombre d'une théorie qui semble être une bonne nouvelle, mais qui est en réalité la pire nouvelle imaginable. L'immortalité sans choix. La vie sans fin. L'expérience sans sortie. Bienvenue dans l'éternité. Vous n'avez pas demandé cela. Vous ne pouvez pas le refuser. Et cela ne fait que commencer. Nous avons commencé cette exploration par une question. Et si la mort n'était pas une fin? Maintenant, après avoir traversé la physique et la philosophie, les mathématiques et la métaphysique, nous devons poser la question qui compte le plus. Que signifie tout cela pour vous ce soir, quand vous fermerez les yeux? L'interprétation des mondes multiples dit que la réalité se ramifie à chaque mesure quantique. Les mathématiques de Hugh Everett disent que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. L'argument de Max Tegmark dit que l'expérience consciente ne peut persister que dans les branches où l'observateur survit. Combinez tout cela et vous obtenez l'immortalité quantique. La proposition que, de votre point de vue subjectif, vous ne ferez jamais l'expérience de la mort. Est-ce vrai? Honnêtement, nous ne le savons pas. L'interprétation des mondes multiples est l'une des nombreuses interprétations concurrentes de la mécanique quantique. Elle a des défenseurs passionnés et des critiques tout aussi passionnés. Aucune expérience n'a permis de la distinguer de Copenhague ou de toute autre interprétation. Le débat porte sur la philosophie et les mathématiques, pas sur les faits empiriques. Même si les mondes multiples sont vrais, l'argument en faveur de l'immortalité quantique repose sur des hypothèses qui pourraient être fausses. Il suppose que la conscience est liée à des processus physiques spécifiques qui se ramifient avec la fonction d'onde. Il suppose qu'il existe toujours des branches de survie, aussi improbables soient-elles. Il suppose que l'expérience subjective suit l'identité de branches d'une manière particulière. N'importe laquelle de ces hypothèses pourrait échouer. Mais voici ce que nous savons. L'univers est plus étrange que nous ne l'avons jamais imaginé. La mécanique quantique a été confirmée avec une précision extraordinaire. Les particules existent réellement en superposition. Les mesures semblent réellement effondrer la fonction d'onde. L'observateur semble réellement jouer un rôle spécial. D'une manière ou d'une autre, d'une façon que nous ne comprenons pas pleinement. Que les mondes multiples soient l'explication correcte ou non, une explication est nécessaire. Et quelle que soit cette explication, elle sera presque certainement plus étrange que nos intuitions quotidiennes sur la mort et la conscience. Alors considérons les possibilités. Première possibilité. L'interprétation de Copenhague est correcte. La fonction d'onde s'effondre quand vous la mesurez. Il n'y a qu'un seul univers, une seule histoire, un seul résultat pour chaque événement quantique. Quand vous mourrez, votre conscience prend fin, définitivement et complètement. Il n'y a pas de continuation dans d'autres branches, parce qu'il n'y a pas d'autres branches. La mort est ce qu'elle semble être, une fin. C'est la vision conventionnelle, celle que la plupart des physiciens supposent implicitement dans leur travail quotidien. C'est aussi la plus austère. Si Copenhague est vrai, alors votre expérience subjective a un point de terminaison défini. Un jour, peut-être dans des décennies, peut-être demain, vous fermerez les yeux et ne les ouvrirez plus jamais. Les lumières s'éteindront, l'histoire se terminera. Deuxième possibilité. Les mondes multiples sont corrects.
Mais l'immortalité quantique échoue pour une raison quelconque. Peut-être que la conscience ne se ramifie pas de la même manière que les systèmes physiques. Peut-être que l'identité ne peut pas persister à travers un nombre indéfini de ramifications. Peut-être qu'il existe un quantum de conscience, un substrat minimal en dessous duquel l'expérience ne peut pas se produire, et que finalement, toutes les branches de survie tombent en dessous de ce seuil. Peut-être que la mort, même dans les mondes multiples, est une fin véritable une fois que la probabilité de survie significative devient suffisamment faible. Cette vision préserve l'étrangeté des mondes multiples sans les implications troublantes de l'immortalité quantique. Vous existez dans un multivers ramifié. D'autres versions de vous vivent d'autres vies. Mais vous, dans cette branche, mourrez un jour. Et cette mort sera finale pour vous, même si d'autres versions continuent. Troisième possibilité. L'immortalité quantique est réelle et tout ce que nous avons exploré est correct. Vous ne ferez jamais l'expérience de la mort. Vous vous retrouverez toujours dans une branche de survie, aussi improbable soit-elle. Votre expérience subjective continuera indéfiniment, à travers la souffrance et la transformation et l'atténuation lente de la probabilité, jusqu'à ce que vous habitiez des branches si minces qu'elles sont indiscernables de miracles. C'est la possibilité qui terrifie et fascine à parts égales. L'immortalité sans choix, la persistance sans paix. Un avenir qui s'étend pour toujours parce que les versions mortes ne peuvent pas rapporter leur mort. Quatrième possibilité. Quelque chose de complètement différent est en jeu. Peut-être que la conscience n'est pas physique du tout. Peut-être qu'elle existe dans une couche plus profonde de la réalité que nous n'avons pas découverte. Peut-être que la mort est une transition plutôt qu'une fin, un passage d'une forme d'expérience à une autre. Peut-être que les mystiques avaient tort raison et que la physique ne fait qu'effleurer la surface de ce que nous sommes. C'est la possibilité la plus spéculative, celle qui s'aventure au-delà de ce que la science peut actuellement aborder. Elle offre espoir ou crainte selon votre tempérament. Quelle possibilité est correcte? Nous ne le savons pas, nous ne le saurons peut-être jamais. L'expérience qui trancherait la question, le test à la première personne de l'immortalité quantique, est une expérience qui ne peut pas être partagée. Si vous mourrez, vous ne pouvez pas le rapporter. Si vous survivez, les autres dans votre branche vous voient survivre. Mais cela ne prouve rien sur les branches où vous êtes mort. La vérité pourrait être à jamais cachée. Nous pourrions vivre et mourir sans jamais savoir si la mort est une fin ou une bifurcation. Mais voici ce que je veux vous laisser. La question compte. L'incertitude compte. L'étrangeté pure de l'univers que nous habitons compte. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les gens croyaient que la réalité était grosso modo ce qu'elle semblait être. Les objets solides étaient solides. Le temps s'écoulait uniformément. Le monde contenait une seule histoire, un seul avenir, une seule vérité. La mort était la fin de l'histoire. Triste, mais compréhensible. Un retour au néant d'où nous venions. La mécanique quantique a brisé cette image. La réalité, au niveau le plus profond, ne ressemble en rien à notre expérience quotidienne. Les particules sont des ondes. Les ondes sont des particules. Les possibilités s'empilent les unes sur les autres jusqu'à ce que l'observation force un choix. Et peut-être, juste peut-être, toutes les possibilités sont réelles. Tous les choix sont faits. Et nous vivons dans un jardin infini de sentiers qui bifurquent, où chaque route non empruntée est empruntée par quelqu'un qui était autrefois nous. Si c'est vrai, alors la mort n'est pas ce que nous pensions. Elle pourrait être une fin dans certaines branches et une continuation dans d'autres. Elle pourrait être le moment où l'ensemble de soi qui a commencé par vous se contracte finalement en un seul fil. Ou elle pourrait être une transition qui n'est pas du tout une fin. Un passage à travers la partie la plus étroite de l'entonnoir et vers quelque chose de nouveau. Nous ne savons pas. Nous vivons dans la question. Et cette question, cette incertitude belle et terrible, est ce qui rend l'existence humaine si étrange.
Nous sommes des créatures capables de contempler notre propre mortalité, de nous demander si la mortalité est même réelle, d'utiliser les mathématiques et la logique pour regarder au-delà du voile et entrevoir des structures trop vastes pour être comprises. Vous fermerez les yeux ce soir. Peut-être que vous les ouvrirez demain matin. Peut-être, si les mondes multiples sont vrais, que chaque version possible de demain se produira. Peut-être que vous vous réveillerez dans 1 million de branches et mourrez dans 1 million d'autres. Peut-être que le vous qui se réveille se souviendra d'avoir lu ceci et se demandera si quelque chose de tout cela était vrai. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Je peux seulement vous dire que la question est réelle, que la physique est réelle, que l'étrangeté que nous avons explorée n'est pas de la fantaisie, mais la pointe avancée de ce que nous comprenons de l'univers. Hugh Everett est mort en 1982. Ou peut-être pas. Peut-être que quelque part, dans quelques branches minces de la fonction d'onde, il est encore vivant, encore en train de penser, encore en train de travailler sur les implications de la théorie qu'il a proposée quand il était un jeune homme à Princeton. La théorie que le monde a rejetée, la théorie qui pourrait être la vérité sur tout. Il voulait vivre pour toujours. Ou du moins, il voulait croire que la mort n'était pas la fin. Sa théorie lui a donné cette possibilité, non pas comme un acte de foi, non pas comme une pensée magique, mais comme une conséquence logique des mathématiques auxquelles il faisait confiance plus qu'à tout. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'en ce moment même, un Hugh Everett de 94 ans est assis dans une bibliothèque quelque part, lisant des articles qui citent son travail, souriant de voir combien les choses ont progressé. Peut-être qu'il a vécu 1000 vies dans 1000 branches, chacune aussi réelle que la vie qu'il a laissée derrière lui. Ou peut-être qu'il n'est plus. Peut-être que la fonction d'onde s'est effondrée après tout. Peut-être que la mort est la mort, finale et complète. La fin de l'histoire sans suite. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. Et dans ce non-savoir, dans cette incertitude fondamentale sur la question la plus profonde que nous puissions poser, réside la beauté étrange d'être en vie. Vous existez, vous êtes conscient. Vous lisez ces mots en cet instant, dans cette branche, dans cette fine tranche du possible. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est remarquable. C'est suffisant, c'est tout. Fermez les yeux, rêvez vos rêves. Et quand vous les ouvrirez à nouveau, que ce soit dans cette branche ou dans une autre, souvenez-vous que vous faites partie de quelque chose de vaste, d'étrange et à peine compris. Le multivers est peut-être infini. Vos questions ne trouveront peut-être jamais de réponse. Mais vous êtes là, maintenant, en train de les poser. Et c'est peut-être la seule immortalité qui compte. L'univers est plein de mystères. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Et tant qu'il y aura des questions à poser, nous continuerons à les poser.